Mon écran du coup? Oui, ça C'est s'affiche. bon? C'est OK? C'est parfait. Bonsoir à tous. Je suis extrêmement ravie d'être parmi vous. Merci à la TMN, en particulier Jean-Baptiste, de m'avoir convié à cette session. Donc, c'est Dr Selem Hamoudi. Je suis médecin nucléaire. Je suis secrétaire générale de la Société algérienne de médecine nucléaire et d'imagerie moléculaire et j'exerce dans le libéral au sein d'un groupe médical privé, basé sur 3 villes différentes en Algérie. Tout d'abord à Tizi Ouzou en Kabylie, puis Alger, la capitale, et tout récemment sur Oran. On a la chance d'être doté d'une unité de production de radiopharmaceutique, donc ça nous permet d'avoir quand même différents types de radiotraceurs, notamment fluorés, d'où l'intitulé de ma présentation, du FDG au radiotraceur spécifique, démarche diagnostique illustrée par des cas cliniques. Donc, le FDG, comme vous le savez, c'est le radiotraceur de référence en matière de TEP, mais ses limites de spécificité peuvent restreindre l'interprétation diagnostique. Les radiotraceurs spécifiques permettent de cibler des mécanismes tumoraux précis, ce qui affine la caractérisation des lésions. Donc, on a l'F-Dopal, PSMA et les analogues somatostatines. Il est important que l'analyse de la clinique et des résultats du FDG puisse orienter la prescription du radiotraceur pour le plus adapté. Ces stratégies séquentielles dites de corrélation interradiotraceur, ça va permettre d'améliorer la caractérisation lésionnelle, de préciser l'origine tumorale et surtout d'optimiser la prise en charge thérapeutique du patient. Du coup, dans cette présentation, à travers une série de 2 cas cliniques, je n'ai pas pu faire plus, je vais essayer d'illustrer comment le passage du FDG vers d'autres radiotraceurs plus spécifiques s'est fait, et comment ça a permis de faire progresser la démarche diagnostique face à des situations cliniques dites complexes, voire atypiques. Donc, premier cas clinique, c'est une patiente de 54 ans. Le motif, c'est une élévation persistante et inexpliquée du marqueur ACE, qui était quand même à 800 fois la normale. L'ACE, vous le savez, il peut s'élever dans des cas bénins, en fait, des cas bénins comme les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, le tabagisme actif, les infections respiratoires chroniques et même dans cas d'épanchement pleuraux ou péritoneux. Donc là, la patiente, ils lui ont fait une TDM TAP qui objective des formations nodulaires hépatiques évoquant, selon le radiologue, des amartomes mésenchymateux ou des angiomes à circulation rapide. Dans ce cas-là, examen de première intention, ça a été de faire un PET scan au FDG. Donc là, nous sommes devant le MIP. On va commencer par ce qui fixe. Donc, on a des adénopathies médiastinulaires bilatérales qui sont hypermétaboliques et le caractère bilatéral et symétrique nous oriente plus vers une atteinte inflammatoire, voire sarcoïdose. Les nodules hépatiques, vous les voyez. Donc, au fait, il faut savoir qu'on utilise l'injection d'iode pour tous nos PET scans, pas pour faire les 3 temps, c'est juste pour avoir la meilleure interprétation morphologique possible. Là, on voit bien comment c'est des nodules qui ont une sale gueule, mais ils ne fixent pas du tout le FDG. Vraiment, nada. On a trouvé aussi un goitre multinodulaire qui est quand même assez gros et sans aucune fixation en regard. Donc, on va conclure en disant qu'on n'a rien trouvé sur le plan métabolique qui pourrait suspecter une néoplasie primitive ou des métas. On va signaler le goitre en demandant une confrontation donnée échographique voire cytologique. On va insister sur le fait que l'adénopathie, c'est plus une atteinte inflammatoire et qu'il faut quand même explorer. Donc, on va dire que c'est non spécifique et que l'élévation des ACE reste toujours inexpliquée. Entre-temps, la patiente, on lui fait une écho cervicale, on trouve un nodule thyroïdien suspect malignité. Une cytologie qui est aussi suspecte, elle se fait opérer, donc thyroïdectomie totale, et ça revient en faveur d'un carcinome médulaire de la thyroïde. La patiente, elle nous appelle, comment ça? Moi, elle fait un PET scan, vous m'avez dit qu'il n'y avait rien du tout, alors finalement, j'ai un cancer. Et il fallait lui expliquer que son cancer, justement, n'était pas très avide de sucre radioactif, disons les choses comme ça, et on lui a nous-mêmes prescrit justement une TEP à la F-Dopa. Et là, on voit bien que c'est tout autre chose. Les nodules hépatiques, toujours aussi méchants sur le CT et ils fixent du feu de Dieu. C'est bien des métas. On a trouvé aussi un autre foyer ici en basie cervicale, c'est une adénopathie métastatique, basie cervicale gauche. Et un autre foyer ici, ça ne fixe pas des masses, mais ça fixe quand même
une lésion ostéocondensante au niveau du corps vertébral de T4. Donc là, on est passé de rien du tout à un CNT multimétastatique diffus. Et les adénopathies, elles sont toujours là, elles ne fixent pas, donc on confirme que ce n'est pas des métas, que c'est une atteinte inflammatoire. Donc là, on a un PET-CT-FDG qui n'a pas mis en évidence de foie métabolique suspect, mais il a objectivé un GWAT qui a orienté vers une exploration échographique ciblée. Cette corrélation morphologique, elle a permis de découvrir un nodule suspect à l'échographie qui a été confirmé par la cytologie puis par l'histologie, ce qui a mené à une chirurgie radicale, revenue en faveur d'un CNT. Par la suite, la TEP à la F-DOPA, dans le cas d'un bilan d'extension post-opératoire, elle a caractérisé les nodules hépatiques comme étant des métastases, mais elle a aussi trouvé d'autres métastases au niveau ganglionnaire, basicervical gauche et osseux. Donc, ça a révélé un caractère métastatique diffus du CNT. Donc, ce cas-là, il a illustré la complémentarité fonctionnelle et morphologique des deux examens. Le FDG a fourni une orientation morphologique malgré lui, et la F-DOPA, par la suite, a apporté la confirmation fonctionnelle des métastases. Donc, un PET-FDG négatif, ce n'est pas un échec diagnostique. Au contraire, il faut voir ça comme quelque chose qui va orienter vers des tumeurs bien différenciées et qui va justifier l'utilisation de radiotraceurs ciblés. La littérature, qu'est-ce qu'il dit? Qu'en est-il du carcinome médullaire de la thyroïde? Là, on a une étude turque de 2023, quand même, c'est assez récent, qui a été publiée, qui a évalué le rôle de la F-DOPA chez des patients avec calcitonine élevée après thyroïdectomie radicale pour CMT. Elle a mis en évidence quand même 64% de sensibilité, et ces sensibilités elles augmentent avec le taux de calcitonine, surtout quand c'est supérieur à 1000. Et dans certaines comparaisons de la littérature, la F-DOPA a montré quand même de meilleures performances par rapport au FDG et même aux analogues somatostatines dans la détection des récidives régionales. Un autre papier de 2024, donc objectif d'une sensibilité diagnostique élevée pour les récidives aux métastases dans le suivi des CMT, toujours supérieure à l'imagerie conventionnelle et même au FDG et au gallium DOTA. Et elle peut changer la prise en charge clinique en découvrant des lésions occultes non vues par les modalités standards classiques. Alors que l'EANM, depuis 2019, elle nous dit que la TPF-DOPA, c'est l'examen de première intention pour la détection des récidives biochimiques du CMT, notamment lorsque la TCT, donc la thyrocalcitonine, est élevée. J'ai un cas ici, toujours un cas de chez nous qui illustre bien ça. On a un CMT opéré à plusieurs reprises, récidive locale avec une TCT à 678. On voit bien que sur le FDG, ça fixe pas des masses, voire pas du tout, c'est à la limite de la signification, 3,80 pour la récidive locale. L'adénopathie est là, 2,05, franchement, c'est rien du tout. Et lorsqu'on fait une F-DOPA, on voit bien que ça fixe du feu de Dieu, tant sur le plan récidive locale, tant sur le plan adénopathie. Et ça a même mis en évidence 4 nouvelles adénopathies, comme vous voyez ici. Donc, le CMT, je sais que la F-DOPA, ce n'est pas très disponible partout. Même en France, j'imagine que des fois, c'est un peu difficile. On commence par un FDG, ensuite, on passe à une F-DOPA. Mais a priori, le FDG, il ne sert pas à grand-chose. Donc, autant éliminer, passer directement à la F-DOPA. Deuxième cas clinique, donc autre chose. C'est un patient de 72 ans qui est suivi depuis 2022 pour adénocarcinome de la prostate traité par prostatectomie totale. Je n'ai malheureusement aucun document fourni pour l'étude histologique, je n'ai pas de Gleason. Et il y a aussi une notion de carcinome urothélia de la vessie qui a été diagnostiquée et pris en charge par chirurgie en 2023. Il fait un TAP et on trouve une lésion ostéolytique iliopubienne droite. Premier examen réalisé, PET scan au FDG. Donc, la lésion, elle est là, elle est bien ostéolytique, elle est soufflante avec un effacement cortical circonférentiel et elle fixe quand même très significativement le FDG. Maintenant, vous allez me dire, l'urothélial n'est pas connu pour être un cancer ostéophile, surtout en polymétastatique comme ça. Plutôt monométastatique. Alors que la prostate, c'est connu pour être un cancer ostéophile, mais plus en donnant des ostéocondensations, pas des ostéolyses. Donc, voici quelques papiers pour un peu étayer mes propos. On a une étude avec classification des métastases osseuses dans le cancer de la prostate. Sur une série de 55 patients, on voit bien que 16% donnent des lésions ostéolytiques, ce qui n'est quand même pas négligeable. C'est peu, mais bon,
c'est possible d'avoir ça. En ce qui concerne les cancers urothéliaux, en revanche, c'est rare d'avoir des métaosseuses au diagnostic. Par contre, lorsqu'on a dissémination métastatique, on trouve quand même près de 20% de métastases dans les registres. Ce constat s'explique par le fait que les métastases osseuses apparaissent surtout au cours de l'évolution et pas au moment du diagnostic initial. Donc, notre patient, du coup, qu'est-ce qu'on lui fait? On va quand même de faire un PET FPSMA. Alors, nous, depuis maintenant 5 ans, depuis le début 2020, on utilise du fluorénil-7. Oui, au niveau hépatique, on a une fixation physiologique intense qui nous gêne. Et par contre, la clairance urinaire est très rapide, très élevée, donc la vessie ne nous gêne pratiquement jamais pour l'étude en local. Là, on a toujours la lésion ostéolytique et on voit bien qu'elle ne fixe pas du tout. C'est hétérogène, c'est très discret et ça n'exprime pas du tout le PSMA. D'ailleurs, on a un PSA qui est indétectable. Et quand on compare les deux, il n'y a pas photo. Donc, cet aspect n'est pas en faveur d'une origine prostatique et c'est plutôt en faveur d'un carcinome urétérien. Par la suite, donc, le patient bénéficie d'une chimiothérapie. Après, il réalise un autre PET-CT dans une autre structure privée qui objective une progression morphométabolique de la lésion. Malheureusement, je n'ai pas les images. Ensuite, ils ont administré l'immunothérapie et je le reçois pour une évaluation. Donc là, au niveau de la lésion, on voit bien qu'il y a une régression métabolique très significative et qu'on a même une ostéosclérose qui est un signe de bonne réponse. Par contre, au niveau du parenchyme hépatique, on objective de manière fortuite donc l'apparition d'une lésion nodulaire hypodense qui est intensément hypermétabolique. Donc là, vous allez me dire que c'est probablement urothélial. Qu'en est-il des méta-hépatiques dans les cancers urothéliaux? Donc, quand même, là, sur une étude 2022, sur plus de 3000 patients, on a près de 4% qui ont des métastases hépatiques. Et lorsqu'on a des métastases uniques, ça représente quand même 16%. Donc, on voit bien que l'urothélial aime bien le parenchyme hépatique. Alors que la prostate, sur une étude de plus de 74 000 patients, on a 10% qui présentent des métastases hépatiques. Bon, à mon niveau, j'en ai pas trop vu des méta-hépatiques, surtout qu'avec le 1007, je suis très gênée par le parenchyme qui fixe de manière intense physiologiquement le radiotraceur. Mais là, il y a des cas où on réussit à s'en sortir. Ici, bon, c'est pas le même patient, c'est juste pour vous montrer, un peu illustrer que le fait qu'on peut avoir des méta-hépatiques qui vont quand même fixer plus que le parenchyme avoisinant, malgré un 1007. Par contre, pour notre patient, on a le contraire, on a vraiment une lacune de fixation en regard de la lésion nodulaire, donc c'est clairement pas une lésion d'origine prostatique. Et la lésion ostéolytique, toujours fixe pas, et l'ostéosclérose, toujours là en faveur d'une bonne réponse. Donc là, on va dire que l'évaluation métastatique chez un patient porteur de 2 néoplasies synchrones impose une approche d'imagerie adaptée, capable de différencier l'origine tumorale des lésions suspectes. Du coup, le retour combiné d'un FDG, d'un PSMA, ça constitue dans ce contexte un outil performant. Ça permet une lecture métabolique et moléculaire complémentaire. Donc, la synergie du FDG et du PSMA, ça permet d'obtenir une cartographie métastatique différenciée. Ça évite une interprétation erronée, un faux diagnostic en faveur d'une rechute prostatique et d'éviter des biopsies invasives inutiles et bien sûr, surtout d'adapter la stratégie thérapeutique du patient. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Célia, pour ces 2 cas hyper intéressants et que tu as rendu très didactiques. Donc, c'était vraiment pas mal. C'est presque dommage, on voulait essayer d'utiliser Pixie-Learn pour faire réfléchir les personnes et on essaiera les prochains cas cliniques d'utiliser cette plateforme pour que vous ayez la possibilité de visualiser des images complètes. Parce que c'est vrai que le premier TEP, je serais curieux de savoir comment les gens auraient appréhendé ce cas, auraient interprété le côté non FDG de l'examen qui a quand même permis d'amener au diagnostic. Et c'est pas évident. Et c'est vrai que c'est important d'arriver au-delà de la fixation du FDG, d'orienter l'oncologue sur la suite de la stratégie éventuelle ou de lui donner des pistes pour pouvoir avancer. Vas-y, Marie, tu peux prendre la parole, je pense. Oui, bonjour, merci pour la présentation, c'était vraiment très bien. Je voulais juste savoir, c'est pour expérience,
Est-ce que, du coup, aucune des lésions métastatiques n'ont été biopsiées, c'est-à-dire que vraiment les cliniciens se sont basés sur le différentiel de fixation, que ce soit pour la lésion hépatique, alors peut-être pas la lésion hépatique, parce qu'on savait déjà après a posteriori que le cancer de vessie était métastatique, donc je pense que ça devait peut-être moins leur poser de problème, mais notamment sur la lésion osseuse initialement, le différentiel de fixation en TEP a suffi, ou alors ils sont quand même allés à la biopsie, même si vous aviez dit que c'était plutôt un primitif vésical. Au début, ils avaient du mal à y croire. J'ai beaucoup débattu avec l'oncologue pour essayer de le convaincre, surtout au vu du taux de PSA qui était quand même indétectable. Du coup, et pour le foie, dites-vous que malgré l'aspect métastatique de l'urothélial, ils n'ont toujours pas voulu croire que c'était d'origine urothéliale. Ils ont quand même redemandé un PSMA pour confirmer que c'était bien le cas. Donc non, ils n'ont pas biopsié, il s'en suffit de ça pour lancer la chimiothérapie. Ok, super, merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y en a qui ont des petites questions sur les cas cliniques? Donc c'est vrai que nous, on a un accès à la DOPA qui commence à se démocratiser, mais c'est vrai que la molécule coûte toujours cher par rapport au remboursement en France, et donc les indications sont quand même bien pesées. Donc c'est vrai que c'est peut-être un peu… Enfin, bon, de toute façon, après chirurgie, il n'y a pas débat hein, sur le CMT, tout le monde l'aurait fait. Mais c'est vrai que de façon spontanée, c'est plus compliqué. Est-ce que quelqu'un a des remarques à faire ou des questions sur le dossier? Sur les dossiers? Marie, Charline, je vous laisse la parole. Je ne sais pas qui prend la main sur la suite. Pas évident de passer après. Je vais me lancer. Vas-y, oui, j'irai après. Alors, attendez, je vais essayer de partager l'écran. Si ça va bien. Est-ce que vous voyez là? Oui, on voit. Vous voyez la présentation? Ok. Oui, c'est parfait. Donc, alors moi, je vais vous présenter 2 cas cliniques aussi. Moi, ma spécialité, c'est l'oncologie. J'ai fait l'oncologie pendant 8 ans là, au Centre François Baclès, et en ce moment, je suis en grossesse sans somme. Donc, je vois autre chose que l'oncologie, et je vais vous présenter 2 cas de pathologies pour lesquelles habituellement on n'a jamais de retour et jamais le fin mot d'histoire. Et là, on a eu 2 confirmations histologiques. Donc, c'était intéressant et je voulais vous les présenter. Donc, le premier cas, donc l'histoire clinique, on fait simple, on fait la vraie vie. Donc, c'est un homme de 77 ans qui a un antécédent et qui est suivi pour une leucémie myéloïde chronique. Et il est adressé pour toute autre chose, à savoir une recherche de primitif, suite à la découverte sur un scanner de lésions osseuses diffuses d'allure secondaire. Voilà, donc ça, c'est le NIP. Donc, je vous laisse jeter un œil au ciné. Donc, globalement, chez ce patient, on observe un hypermétabolisme ostéomédulaire diffus, qui est modéré et homogène, des hypermétabolismes ganglionnaires également faibles infracentimétriques médiastinoïlaires, dans la loge de Barretti et dans les pulmonaires, un épanchement pleural droit de faible abondance, qui ne fixe pas beaucoup, et une splénomégalie avec un hypermétabolisme modéré et homogène également. Et sur le scanner, on a les fameuses lésions observées en radiologie. Donc des lésions qui sont
disséminés surtout sur le squelette axial. Voilà. Et le bassin. Et très peu sur le squelette appendiculaire, en tout cas sur la partie qui est explorée. Voilà, donc ce sont des lésions principalement sclérosantes, ostéocondensantes, pas de lésions lytiques. Donc là, je vous ai mis ces images en coupe pour vous montrer la flèche hépatique mesurée à presque 15 cm. Flèche splénique, pardon, mesurée à 15 cm. Donc, les principaux diagnostics qu'on a évoqués chez ce patient, en discutant entre nous, c'est principalement des hémopathies. Donc, éventuellement une myélodysplasie ou une myéloprolifération, en sachant que ça peut donner un hypermétabolisme ostéomédulaire comme on l'observe, mais habituellement sans lésion osseuse sous-jacente. Ensuite, on a évoqué le myélome, mais il n'y a pas de lésion lytique ni d'anomalie vraiment métabolique focale. Et on a une splénomégalie, alors que dans le myélome, généralement, on n'observe pas forcément d'atteinte, on observe rarement d'atteinte viscérale. Ensuite, on a évoqué l'ostéopocilie, avec le fameux signe du ciel étoilé. Mais cette pathologie est bénigne, c'est une dysplasie osseuse bénigne, qui habituellement n'est pas hypermétabolique. Enfin, le lymphome avec une infiltration ostéomédulaire diffuse, mais on s'attend à ce que ce soit un stade avancé et donc qu'il y ait des adénopathies associées ou éventuellement d'autres atteintes viscérales. Et donc, on a évoqué une mastocytose qui a effectivement été confirmée par une biopsie ostéomédulaire. Donc, l'hématologue n'y croyait pas du tout, mais il est quand même allé, et effectivement, c'était ça. Donc, la mastocytose, si on prend, donc c'est une maladie qui est rare, qu'on voit rarement, ou alors qu'on voit et en fait, on n'a jamais le diagnostic final. C'est une hémopathie qui est rare, clonale, et qui est liée à une prolifération de mastocytaires qui sont activés. C'est une maladie qui est associée dans 80% des cas à une mutation constitutionnelle KIT D816V. Dans les 20% des cas qui restent, soit c'est d'autres mutations, soit on ne retrouve pas de mutation. Il y a une classification internationale, donc il y a différents sous-types en fait, de cette maladie. Il y a les formes indolentes qui représentent 80% des cas, qui sont principalement les mastocytoses uniquement cutanées, donc avec une infiltration mastocytaire tégumentaire diffuse. Mais il y a d'autres formes, telles que la mastocytose systémique indolente ou la mastocytose smoldering. Et on a les formes à l'inverse avancées, donc 20% des cas, qui sont les mastocytoses agressives, les mastocytoses associées à d'autres hémoplaties clonales non mastocytaires, ce qui est en fait le sous-type de notre patient, puisqu'il était suivi pour une leucémie myélochronique. Et ensuite, on a sur les stades les plus graves, les leucémies à mastocytes et les sarcomes mastocytaires. Donc, en gros, la classification, plus on avance dans la classification, plus le pronostic est sombre. Et le pronostic, il est particulièrement lié aux dysfonctions d'organes, ce qu'on appelle les C-findings, qui sont habituellement des cytopénies, des insuffisances hépatiques, des malabsorptions digestives qui sont liées au fait qu'il y a une infiltration mastocytaire du tube digestif, ou éventuellement des fractures pathologiques sur l'infiltration qu'on a pu observer chez notre patient, qui peut être à risque fracturaire malgré que ce sont des lésions ostéocondensantes. Alors, les utilités potentielles dans la mastocytose de la TEP-FDG. Donc, il faut savoir que la TEP-FDG ne nous permettra pas de distinguer les formes indolentes des formes agressives pures parce que le métabolisme est en fait peu sensible à l'activation ou à la prolifération des mastocytes. Et le métabolisme n'est pas du tout corrélé aux principaux marqueurs en fait, de cette maladie qui sont l'élévation du taux sérique de trypsine, le taux d'infiltration médulaire, la perte d'expression mastocytaire du CD2 ou la surexpression du CD30. Donc, en fait, la TEP-FDG, elle est utile uniquement dans deux sous-types bien spécifiques, à savoir le sous-type que je vous présente là, qui est le sous-type associé à une hémopathie non mastocytaire, où on observe
dans 60% des cas, une hyperfixation médulaire diffuse. Et dans à peu près la moitié des cas, des hyperfixations ganglionnaires pas forcément très intenses, comme celle que le patient a dans le médiastin. Et on a le deuxième sous-type, le sarcome mastocytaire, où là, en fait, on a des hypermétabolismes osseux qui sont très intenses et plutôt multifocaux qui peuvent mimer en fait des métastases de cancer solide. Et la troisième indication potentielle, donc en l'occurrence, ce patient n'est pas encore revenu, mais ce sont éventuellement les suivis thérapeutiques dans ces deux types de sous-groupes à la recherche d'une normalisation des métabolismes sous traitement. Donc là, je vous ai mis une référence. En fait, c'est une étude française multicentrique qui a cumulé des cas de mastocytose et qui a fait en fait un rapport de l'utilité de la TPFDG dans ce sous-type de maladie. Donc ici, on a en fait, je ne sais pas si vous voyez mon pointeur, sur le premier cas, on a une mastocytose systémique smoldering, où là, en fait, on a un métabolisme normal de la TPFDG, donc pas d'intérêt dans ce sous-type-là. En B, on a une mastocytose agressive pure, où là, on observe à peine un discret hypermétabolisme ostéomédulaire hétérogène du rachis. Ici, c'est le cas de notre patient. Donc, c'est une mastocytose associée à une autre hémopathie, où on observe le métabolisme ostéomédulaire diffus. Alors, en sachant, petit aparté, que cet hypermétabolisme-là, il n'est pas forcément lié à l'infiltration mastocytaire de la moelle, mais éventuellement plutôt lié à l'hémopathie associée à la mastocytose. C'est pas très clair. Et le dernier cas, c'est le cas dont je vous parlais, c'est le sarcome mastocytaire, où là, en fait, on a des hypermétabolismes, un hypermétabolisme ostéomodulaire très hétérogène, pouvant mimer l'atteinte métastatique d'un cancer solide. Donc ça reprend un petit peu ce que je vous ai dit jusque-là. La chose à rajouter, c'est que dans les formes de mastocytose cutanée ou digestive, on a, on ne peut jamais dire jamais en médecine, mais on a quasiment jamais de fixation cutanée ou digestive pathologique. Donc, les messages clés pour ce cas clinique-là, c'est qu'une TPFDG normale pour une suspicion de mastoïdose, une suspicion de mastocytose connue, ça ne veut pas dire que la maladie n'existe pas et ça ne veut pas dire non plus que c'est une maladie bénigne. Quand on a une hyperfixation ostéomédulaire diffuse, il faut penser à une hémopathie associée éventuellement, si jamais le patient vient pour une mastocytose. C'est peut-être pas le cas le plus fréquent. Si on a ce genre d'hypermétabolisme, il faut rechercher une autre hémopathie associée. Si on a des hyperfixations multifocales, il faut penser au sarcome mastocytaire jusqu'à preuve du contraire. Et dans tous les cas, la TPFDG, dans cette maladie, ne permet pas de faire la stadification, mais permet plutôt d'orienter vers les deux sous-types que j'ai développés. Voilà, donc ça c'était le premier cas. Est-ce que vous avez des questions sur ce cas? Je ne vous vois pas. Je vais juste... Du coup, Charline, si tu as un TEP comme ça, tu vas suspecter tu vas parler de possible mastocytose, ou qu'il y a des critères qui vont te faire orienter là-dessus, ou tu vas juste te dire probable hémopathie, et puis finalement, c'est l'exploration qui amènera au diagnostic. Alors, dans ce cas spécifique-là, du fait des lésions osseuses en fait, assez diffuses, sclérosantes, disséminées et toutes petites, et l'hypermétabolisme ostéomédulaire diffus, on a quand même évoqué la mastocytose. J'ai évoqué la mastocytose, je me suis lancée, et j'avoue, l'hématologue n'avait pas une folle. Mais il a quand même fait la biopsie ostéomédulaire parce que le métabolisme n'était pas normal. Et voilà, le diagnostic a été confirmé. Mais c'est vrai que sur ce cas-là, je me suis lancée. Ok. Et j'ai suivi l'affaire. Donc c'est vrai que je l'ai harcelé pour avoir les résultats le diagnostic final. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Il n'y a pas d'autres traceurs dans cette indication-là, comme la colline pour le myélome ou des choses comme ça qui peuvent fonctionner? Alors la biblio est très restreinte, mais il a été évoqué d'utiliser la FLT éventuellement. Ok. Marie, vas-y, je te laisse la parole. Oui, très beau cas clinique, Charline. Moi, je ne connais rien en mastocytose. Juste, le diagnostic, c'est biopsie ostéomédulaire exclusivement ou alors, s'il n'y a pas d'atteinte osseuse, on peut faire le diagnostic sur autre chose? Alors, la plupart du temps, c'est fait sur la biopsie ostéomédulaire. Après, si tu as d'autres points d'appel clinique, enfin, non, je dis pas ça. Ça dépend en fait du point d'appel clinique. C'est-à-dire que si tu n'as que des symptômes cutanés, parce qu'en fait, dans la mastocytose cutanée, à cause de la dégranulation mastocytaire, les patients ont des réactions allergiques, donc tu as des manifestations cutanées cliniques, et dans ces cas-là, ils se cantonnent à la biopsie cutanée pour chercher l'infiltration mastocytaire tégumentaire. Après, la biopsie, elle est orientée en fonction de ton tableau clinique, quoi. Mais comme dans la plupart des cas, dans 80% des cas, ça se cantonne à une mastocytose cutanée, la plupart du temps, c'est une biopsie cutanée. Ok, d'accord, merci. Oui, Bonsoir. bonsoir. Moi, devant ce cas, personnellement, je ne me serais pas mouillée. Franchement, vous êtes courageuse. J'aurais mis en faveur d'une hémopathie maligne en confrontant données d'une ponction biopsie osseuse. Voilà, tout simplement. Au vu de l'aspect de ostéomédulaire et de la sphénomégalie. Mais là, vraiment, bravo, c'est ce qu'on appelle, c'est de la précision. Voilà, je voulais juste vous féliciter par rapport à ça. Merci. Après, la RCP Matos, c'est ma RCP, donc je les connais très bien. Et c'est vrai que je me lance dans plus de diagnostics que quand je connais les prescripteurs. Et que je sais que je vais les revoir quand on pourra discuter des cas, ce qui était le cas là pour ce patient. D'autres questions sur le dossier? Merci beaucoup, Charline. De rien. Je vous fais le deuxième. Ouais, Alors, le deuxième. Vous voyez toujours mon écran ou pas? ouais, c'est bon. Ok, alors le deuxième, c'est un homme de 64 ans qui a un antécédent de vascularite des vaisseaux de gros et moyen calibre et qui est actuellement traité par corticothérapie et tocilizumab. Et il est adressé pour exploration d'un syndrome inflammatoire biologique persistant. Ça, c'est son TEP en MIP, donc TEP LDG. Je vous laisse regarder. Alors, en sachant que cet examen a été fait dans des conditions optimales et que le patient est à jeun. Voilà. Donc, chez ce patient-là, on observe, comme chez l'autre cas, en fait, des hypermétabolismes qui sont modérés et atypiques. Donc, on a des hypermétabolismes musculaires qui concernent principalement les ceintures scapulaires, les ceintures pelviennes, donc discrets, on les voit presque mieux sur le MIP, et puis les membres inférieurs et notamment les jambes. Donc c'est symétrique. Alors, il n'a pas non plus fait sa séance de sport avant de venir. Voilà. Alors, on n'a pas d'anomalie vasculaire, notamment, c'est pas significatif. Vous pouvez me contredire si vous voulez, je demande du non significatif. On a chez ce patient aussi une splénomégalie, un hypermétabolisme sphénique sans splénomégalie, justement. Pas vraiment de ganglion, ni d'autres anomalies viscérales.
ou osseuse. Alors, chez ce patient-là, vu le syndrome inflammatoire persistant, on recherche des principes des infections profondes. Là, vu qu'il y avait des hypermétabolismes musculaires, éventuellement une myosite, on s'attend finalement à avoir dans ce genre de pathologie des hyperfixations plus focales et intenses, éventuellement abcédées. Pourquoi pas un lymphome périphérique T. Alors après, c'est sûr que, comme pour le cas précédent, un lymphome avec une attente musculaire sans hyperfixation ganglionnaire, c'est quand même peu probable. La sarcoïdose systémique, en sachant qu'on n'a pas les autres atteintes typiques de la maladie, donc les hypermétabolismes ganglionnaires, médiastinolaires, et puis éventuellement ou l'attente pulmonaire. Une myosite inflammatoire primitive. Après, on a quand même un antécédent de vascularite. Et puis, la périartérite noueuse. Donc là, on ne s'est pas lancé dans un diagnostic. Hein, on a juste dit qu'il y avait une myosite. Et eux, ils sont allés faire la biopsie. Et en fait, c'était une périartérite noueuse. Donc, on va suivre le même schéma que pour l'autre cas. Les points essentiels de la maladie, donc c'est une maladie qui est auto-immune, rare et de cause inconnue, qui survient plus souvent chez l'homme que chez la femme et entre 40 et 60 ans. Donc, notre cas rentre à peu près dans ces critères-là, en sachant que cette maladie peut survenir à tous les âges, y compris chez des enfants. C'est donc une vascularite des artères de moyen canal libre qui peut donner des atteintes multisystémiques, donc qui peuvent atteindre tous les organes et qui peuvent être de pronostic très sombre. C'est une vascularité en cas négative et il n'y a pas de marqueur sérologique spécifique. Donc le diagnostic repose exclusivement sur la biopsie d'un organe affecté, en sachant que la sensibilité, elle est que de 58%. Donc, même en cas de biopsie négative, ça n'exclut pas la périartérite noueuse. Et sur la biopsie, on recherche en fait une inflammation vasculaire, donc comme on observe là sur l'image que je vous ai jointe, donc une inflammation pariétale du vaisseau avec ou sans nécrose fibrinoïde. D'un point de vue radiologique, le bilan de cette maladie, c'est l'enjeu scanner à la recherche de complications vasculaires type anévrisme et sténose. IRM musculaire pour rechercher justement les myosites avec des hypersignaux inflammatoires et éventuellement l'échographie, en sachant que c'est très opérateur dépendant et que globalement chez nous, on n'a pas de spécialiste échographiste de la vascularité. Donc, on ne fait pas. Alors, l'utilité potentielle de la TEP-FDG dans cette maladie, en fait, c'est de pouvoir faire en un seul temps une cartographie complète de tous les sites inflammatoires du patient et de pouvoir, du coup, orienter la biopsie, ce qui permet, donc, il y a une petite série de cas qui a été publiée, ce qui permet d'augmenter finalement la sensibilité de la biopsie et d'avoir plus souvent de biopsies positives. Ça permet aussi de mettre en évidence des choses qui seraient passées inaperçues sur le bilan radiologique que conventionnel et de rechercher un diagnostic différentiel éventuellement en syndrome paranéoplasique, un primitif ou une infection. Donc, les principaux signes qu'on peut observer, c'est l'atteinte vasculaire qui est environ dans 60% des cas, qu'on n'a pas chez notre patient, peut-être parce qu'il est déjà en fait traité par corticothérapie et tocilizumab. L'atteinte musculaire, on peut l'observer dans environ 40% des cas. Donc, nous, là, on avait un discret hypermétabolisme musculaire diffus, mais on peut aussi observer, comme sur l'image que je vous ai mis ici et qui est issue d'une publication japonaise sur une série de cas, des hypermétabolismes cutanéo-musculaires assez intenses et diffus de distribution hétérogène, qui font un aspect qu'on dit en léopard et qu'on peut observer aussi, alors c'est rare, hein, dans les sarcoïdoses et les lymphomes. Et puis on peut aussi avoir des hypermétabolismes ganglionnaires qu'on n'avait pas non plus ici et qui peuvent orienter vers une hémopathie.
Donc, c'est ma dernière diapo. Donc, pour les messages clés, les utilités éventuelles de la TPFDG dans cette pathologie, c'est de cartographier intégralement l'ensemble de l'organisme et la recherche de sites inflammatoires pour aider à déterminer la zone optimale de biopsie, éventuellement rechercher d'autres causes de syndrome inflammatoire ou vascularite, myosite, qui peuvent être des syndromes paranéoplasiques ou éventuellement des infections. Et puis, donc ce patient est revenu pour le coup, un suivi thérapeutique sous traitement avec la normalisation des métabolismes pathologiques. Voilà. Donc, c'est des cas, certes rares, que vous ne verrez peut-être pas, mais j'ai trouvé ça super intéressant d'avoir finalement le fin mot d'histoire sur des cas où on ne sait habituellement pas trop quoi dire. Est-ce que vous avez des questions? Non, juste une remarque, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est vachement d'actualité. Enfin, je sais pas, vous, avec l'accessibilité aux machines qui commence à augmenter, on a de plus en plus de syndromes inflammatoires qui nous sont adressés, inexpliqués. Et on tombe sur un énorme paquet de vascularites qui traînent depuis pas mal de temps. Et je pense on risque d'en rencontrer de plus en plus et de façon très fréquente dans notre activité. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Moi, Ouais. une question, c'est la fixation musculaire, elle n'était pas très, très, très importante non plus. En plus, c'était bilatéral et symétrique. Oui. Alors, ce patient, il est venu plusieurs fois. Donc, la première fois, effectivement, on a dit il est sûrement pas à jeun, il a fait du sport avant de venir, c'est des hyperfixations non significatives. Et en fait, il est revenu, il avait encore ça, et vraiment exactement le même pattern. Et donc, là, on s'est dit, bon, il ne peut pas avoir fait 2 fois la même erreur, et on ne peut pas avoir 2 fois exactement la même chose, donc ça doit être pathologique. Et donc, c'est pour ça que le médecin qui a adressé ce patient a fini par faire une biopsie musculaire. Ok, parce que c'est assez commun comme aspect. Donc, effectivement, 2 fois d'affilée. C'est pour ça que j'ai précisé qu'il était à jeun et qu'il n'avait pas fait le soin avant de venir, parce que voilà, la première fois, on l'a vendu. Voilà, il a fait n'importe quoi avant de venir passer son examen. C'est rien. Vous pouvez nous remontrer, nous réafficher le mythe de départ? C'est vrai que moi, au début, c'est intéressant maintenant qu'on a toute l'histoire de rejeter un coup d'œil pour voir s'il y a des petites choses qui. C'est vrai que. Et ce sont des anomalies qui sont apparues en cours de suivi parce qu'initialement, ce patient, on l'avait vu, il avait que la vascularité. Ok. Ouais, pas évident. Voilà. C'est surtout la bilatéralité qui pourrait prêter à confusion et la symétrie aussi. Enfin, à part les jambes où on a plus sur une que l'autre, mais sinon, les bras, les membres supérieurs, c'est pas symétrique. C'est intéressant parce qu'on a vite fait d'accuser le patient et d'imaginer. Oui, bah, c'est ce qu'on a fait. Respecter les consignes. Oui. Dorénavant, on fera attention, surtout dans les demandes qui émanent des services médecine interne. Oui, effectivement, les demandes de dessus, on ne sait pas comment faire. Merci beaucoup, Charline. On va enchaîner avec Marie. Oui. Hop là. Et là, du coup, vous voyez mon écran ou pas? Oui, c'est parfait. Ouais. Bon, eh bien, allez. Donc, moi, je vais vous faire, j'ai 3 cas de près. On verra. JB, tu m'arrêtes si jamais on dépasse le temps. Donc, bonjour à tous. Pour ceux qui me connaissent, moi, vous savez que mon dada, c'est la neuro. Donc, il va y avoir 2 cas de neuro, les 2 premiers. Et ensuite, un troisième un petit peu plus classique
d'oncologie. On va commencer par le premier, si j'arrive à faire passer les diapositives. Alors, en premier, donc, Madame T, 81 ans, donc, qui est une ancienne institutrice à la retraite. On vous l'envoie pour des troubles de la mémoire d'aggravation très lente depuis plusieurs années. C'est la patiente elle-même, en fait, qui s'en plaint. Elle reste totalement autonome à la maison. Elle conduit, elle va jouer au bridge avec ses copines. Elle a absolument aucune difficulté dans la vie de tous les jours, mais elle sent bien que plus ça va, moins ça va. Le neurologue donc a fait une petite évaluation neuropsychologique. Le MMS est quand même à 24 sur 30, ce qui n'est pas tout à fait normal pour une patiente de 81 ans. Elle a l'oubli des 3 mots au rappel différé. Donc, pour le MMS, je vous rappelle, on vous demande de vous souvenir de 3 mots. On vous les fait répéter de suite, puis on essaie de vous les faire répéter plusieurs fois à des temps différents. Donc, elle, au rappel immédiat, ça va bien, mais au rappel différé, il en manque toujours quelques-uns. Mais en fait, il y a un effet positif de l'indissage. Donc, au final, elle s'en sort pas mal. Elle se trompe aussi dans la date du jour. Elle a des difficultés de nomination. Elle fait des circonlocutions. C'est-à-dire, par exemple, au lieu de dire une chaise, elle va dire, vous savez, c'est là où on s'assoit. Et elle a une apraxie réflexive. Donc, votre neurologue préféré vous l'envoie pour une TEP FDG cérébrale et il vous dit, est-ce qu'il y a une maladie d'Alzheimer? Je vais vous faire travailler un petit peu. Je vais voir. Voilà. Je vais vous mettre en premier donc la TEP. Je vais vous laisser la regarder. Je vais vous la remettre un petit coup. Et je vais vous montrer maintenant le scanner correspondant. Pareil, je vais vous le faire passer 2 fois. Je vous laisse regarder tranquillement. Une deuxième fois. Alors après, j'avais essayé de faire un petit quiz, mais donc s'il y en a qui se sentent soit par le chat ou alors lever la main, je vous ai fait plusieurs propositions. Donc, est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui pensent que l'examen est normal? Est-ce que c'est en faveur d'une maladie d'Alzheimer? En plus, ça va bien avec la clinique. Est-ce que c'est plutôt en faveur d'une dégénérescence lobaire frontotemporale? Est-ce que vous n'en avez aucune idée parce que la neuro, ça vous saoule et c'est vraiment trop compliqué? Ou est-ce qu'il s'agit d'un autre diagnostic? Bon, personne ne se lance. Ça doit sûrement être, je n'en ai aucune idée, la neuro. Ah si, Julien, merci, DLFT. Alors oui, tu as à peu près l'endroit où ça ne va pas. Pas mal. Ouais, DLFT, autre diag, DFT, autre diag. Personne ne veut de la maladie d'Alzheimer. Bon, c'est bien, vous n'êtes pas tombé dans le piège. APP,
Oui, ça pourrait aller, mais la clinique, ça va pas trop. DCB, c'est possible aussi. Bon, c'est pas mal. Il y en a qui ont des belles notions de neurologie. Alors, la réponse était, il s'agit d'un autre diagnostic, mais ce n'est pas la DCB. Je vais vous montrer. Donc, il y en a plein d'entre vous qui l'avaient bien vu, cet examen. Il n'est pas normal. Et bien sûr, il y a un hypométabolisme qui prédomine en région frontale gauche. Chez cette patiente, donc là, je vous ai mis les petites flèches. J'ai fait des captures d'écran de l'examen que je vous ai montré. Mais ce qu'il fallait aussi voir, et certains d'entre vous l'ont vu et c'est très bien, c'est qu'il y a aussi une atteinte des noyaux gris centraux du côté gauche. Très bien. Donc ça pourrait être en faveur d'une DCB. Mais là, c'est là où il faut penser à regarder son scanner et c'est un petit peu un des messages de cet examen, enfin de ce cas clinique, c'est qu'il faut toujours s'astreindre à regarder sur le scanner et vous voyez sur le scanner, je vous ai mis avec des flèches, vous avez des petites hypodensités, donc ce qu'on appelle des lacunes, des séquelles d'AVC ischémique, donc la plus postérieure au niveau du thalamus gauche et la plus antérieure qui est au niveau du striatum gauche. Donc, le diagnostic qui était à évoquer chez cette patiente, c'est qu'elle a probablement des anomalies métaboliques qui sont d'origine vasculaire, qui s'expliquent par ces petits AVC ischémiques qu'elle a fait et qui sont probablement passés inaperçus, et qu'il n'y a pas d'argument pour une maladie neurodégénérative surajoutée. Au vu de la symptomatologie de la patiente, ce qu'il fallait rechercher, c'était une maladie d'Alzheimer, donc des anomalies métaboliques plutôt au niveau des aires associatives postérieures, qu'elle n'a absolument pas. Les carrefours temporaux-pariéto-occipitaux sont bien, le cortex pariétal interne également. Donc, la principale hypothèse, ça reste des troubles cognitifs d'origine vasculaire chez cette patiente. Donc, certains d'entre vous l'avaient trouvé. C'est bravo à vous. C'était ça. C'est ma dernière diapositive sur ce cas clinique. Certains d'entre vous l'avaient peut-être vu. Une slide sur ce que l'on appelle le diaskisis cérébelleux. Le diaskisis cérébelleux, c'est donc un hypométabolisme cérébelleux. Là, je vous le montre sur l'image ici. Notre petite patiente, elle avait un diaskisis cérébelleux droit, donc un hypométabolisme du lobe cérébelleux droit qui est secondaire à la mort des neurones cérébelleux par désafférentation. Donc là, je vous ai mis le schéma. Donc, vous voyez que je ne sais pas si on voit ma flèche ou pas, mais qu'au niveau du cervelet à gauche, vous avez un neurone qui part, qui croise au niveau du pont et qui va faire synapse au niveau des noyaux gris centraux contralatéraux et qui fait synapse avec un neurone qui va faire synapse avec le motoneurone qui lui participera au mouvement. Donc, comme vous avez un AVC ou une lacune qui se fait au niveau des noyaux gris centraux, vous perdez le neurone numéro 5 sur le schéma. Et lorsqu'il y a cette mort neurone-là, notre petit neurone en amont, celui qui est à gauche du 5, en fait, il se retrouve à faire synapse avec rien. Donc, il se dit, en fait, ça ne sert plus à rien que je sois là puisque je ne fais synapse avec personne. Et donc, en fait, il va mourir, il va dégénérer. Donc, c'est ce qu'on appelle la désafférentation. Donc, c'est cette mort neuronale par désafférentation. Et c'est ce qui explique l'hypométabolisme cérébelleux contralatéral. Donc, ça, typique, on le met également dans le compte-rendu. Cet hypométabolisme cérébelleux, il ne faut rien chercher de particulier. Il n'y a pas d'AVC à ce niveau-là. On parle juste de diaskisis cérébelleux contralatéral droit par désafférentation sur l'AVC ischémique thalamique et striatal gauche. Voilà pour le premier cas clinique. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Oui? Non? Marie, sur ton cas, il n'y avait pas aussi, c'était des signes de leucopathie autour des ventricules, il n'y avait pas une hypodensité Oui.
Il y avait typiquement, et bon, je ne vous ai pas mis, hein, mais le clinicien, le neurologue qui avait envoyé l'examen disait qu'il y avait c'était une patiente très, très vasculaire et lui demandait de s'assurer qu'il n'y ait pas une maladie d'Alzheimer surajoutée. Mais oui, hein, c'était une patiente vraiment vasculaire et même sur le scanner, on le voit, hein, il y a un petit peu une hypodensité un petit peu diffuse de la substance blanche périventriculaire. Donc, c'est vraiment une patiente qui est très vasculaire. Et qui a des troubles cognitifs sur son atteinte vasculaire assez prononcée. Ok, merci pour ce cas. C'est important de regarder aussi quand on fait des dopas cérébrales ou des DAT scans pour s'assurer de l'origine de l'absence de fixation. Oui. C'est la même chose hein, comme tu dis, hein, quand on fait des DAT scans, ça vaut toujours le coup quand même de regarder, de s'assurer qu'il n'y a pas de petites lacunes qui puissent expliquer les hypofixations et donc nous induire en erreur ensuite dans la conclusion de nos examens. Il y a une question, je crois, de Hamza. Je ne sais pas si tu peux activer ton micro. Moi, je n'ai pas la main personnellement. Moi non plus, j'essaye, mais... Je crois qu'il n'y a que elle qui... Sinon, on peut poser les questions via le chat. Hein. Ah, voilà. Oui. Pour le métabolisme temporal interne, dans le cadre d'une éventuelle maladie d'Alzheimer, alors c'est vrai qu'on peut le regarder et que le métabolisme temporal, disons qu'on va dire que la valeur de l'hypométabolisme temporal interne dans le cadre d'une éventuelle maladie d'Alzheimer n'est pas aussi spécifique que l'atrophie hippocampique en IRM. Franchement, les anomalies métaboliques majeures dans le cadre d'une maladie d'Alzheimer, pardon, je vais y revenir. Où est mon... Voilà. Ce que l'on recherche essentiellement dans le cadre d'une maladie d'Alzheimer, donc c'est vraiment une atteinte des carrefours temporaux, pariétaux, occipitaux, oh mais décidément j'y arrive pas, que vous avez juste ici. Donc les choses qui se trouvent vraiment ici et qui ne sont pas forcément plus atteintes chez cette patiente et l'atteinte du cortex pariétal interne qui est ici et qui reste relativement préservé chez cette patiente. Donc, bien sûr que au niveau temporal interne chez cette patiente, ça apparaît hypométabolique, peut-être un poil trop, mais en mon sens, vu que le reste des aires associatives postérieures apparaît relativement préservé, voire subnormal, pour moi, il n'y a pas de doute à avoir et pour moi, il n'y a pas de maladie d'Alzheimer surajoutée chez cette patiente et juste l'atteinte vasculaire permet d'expliquer les symptômes. Je peux passer au suivant? Je pense que tu peux enchaîner, oui. Merci. Allez, on va rester dans la neuro, mais cette fois dans de la neuro-onco. Je vais vous parler de Madame P, 61 ans. Donc là, je m'excuse déjà, j'ai vu que Florian était là, mais Florian, tu les connais, les deux suivants. Bon, ça va pas être de la nouveauté pour toi, tu vas savoir pour la suite. Alors, je vois pour le late, non plus. Il faudrait donc le late, c'est les patients qui ont vraiment un hypométabolisme très marqué des régions temporales internes avec une préservation du reste du cortex cérébral.
cette patiente, c'est pas comme si on avait rendu l'examen normal. Il y a vraiment la pathologie vasculaire qui peut vraiment expliquer les symptômes. Le late reste relativement rare. Et je trouve que l'hypométabolisme, en fait, il n'y a pas assez de différentiel entre le métabolisme temporal interne du métabolisme du reste du lobe temporal. Pour que vous évoquiez un late, il faut vraiment que vous ayez un différentiel entre l'hypométabolisme temporal interne et le métabolisme du reste du lobe temporal, ce qui n'est pas vraiment le cas chez cette patiente-là, d'autant plus qu'il y a d'autres anomalies qui peuvent expliquer les symptômes. Donc, pas de late non plus. Donc, je reviens sur ma patiente de 61 ans qui a des mouvements anormaux à type de tremblement du membre supérieur droit depuis plusieurs jours, malgré un traitement antiépileptique mis en place. Donc, elle a du Keppra et du Vimpat. Elle a fait une IRM cérébrale qui est revenue normale. Donc, vous voyez, c'est un cas qui est assez récent, donc début septembre 2025. Il faut savoir que cette patiente, on la connaît parce qu'elle a un cancer pulmonaire à petites cellules, métastatique pulmonaire et hépatique, qui est en excellente réponse après chimio-immunothérapie de première ligne. Et là, elle est actuellement sous durvalumab en entretien parce qu'il reste, la maladie a vraiment très, très bien répondu. Donc, je vais vous montrer le TEP. Donc là, je ne vais pas vous faire travailler, je suis désolée. J'ai déjà mis les petites images. Donc, le TEP, c'est celui-ci. Donc, juste pour vous dire, au niveau de la maladie, il reste cette petite chose-là et ça. Donc, c'est vraiment une belle réponse. Hein. Elle était vraiment bien contrôlée jusque-là après son traitement par chimio-immunothérapie et là par son immunothérapie d'entretien. Et donc, le MIP, l'examen, quand on l'affiche, il apparaît comme ça. Donc, on est de suite frappé par cette lésion cérébrale gauche. Et j'en profite aussi pour vous montrer l'hypermétabolisme fonctionnel de tout le membre supérieur droit sur ces clonies, sur ces mouvements anormaux incontrôlés. Donc, assez joli. Pour nous, en tant qu'imageurs, mais peut-être moins pour elle. Et donc, je vous ai fait la fusion ici avec l'IRM cérébral et vous voyez que nous, on met en évidence donc une lésion hypermétabolique du sillon précentral gauche. Pour nous, fortement suspecte de lésion métastatique cérébrale unique. On voit ici sur l'IRM, donc c'est l'IRM FLAIR là, que je vous ai mis. Il n'y a vraiment absolument aucune anomalie à ce niveau-là. Donc, notre conclusion, ça a été que c'était quand même fortement suspect et on a préconisé de faire un contrôle précoce par IRM sous 2-3 semaines pour la patiente. Ce qu'ils ont fait, et voici, donc l'IRM cérébral qui a été fait 15 jours après la TEP et qui a montré donc l'apparition d'anomalies en IRM. Donc là, c'est sur l'IRM avec injection de produits de contraste. Donc, il y a vraiment, on voit qu'il y a eu un épaississement du sillon du cortex à ce niveau-là, avec peut-être une prise de contraste périphérique des anomalies en restriction de diffusion et l'apparition d'un hypersignal FLAIR. Donc, le radiologue a conclu à l'apparition d'une lésion d'allure métastatique du sillon précentral gauche. Au vu de la localisation, bien sûr, on n'a pas été faire la biopsie. La patiente a été traitée par irradiation cérébrale in toto. Rapidement, avec une nette amélioration de ses symptômes. Elle a poursuivi le durvalumab et la symptomatologie, en tout cas neurologique, a fini par disparaître totalement. Donc, j'ai trouvé ce cas clinique assez intéressant. On va essayer de le publier. La chose qu'on a discuté, qu'on va discuter pour ce cas clinique, c'est bien sûr la capacité qu'a eu le TEP à pouvoir détecter une lésion cérébrale avant l'IRM, cocorico pour une fois. Et je pense que ce que la TEP montre, ce n'est pas en fait la lésion en elle-même, parce qu'on ne voit pas de lésion à l'IRM, et il n'y a vraiment pas de raison que la TEP puisse montrer une lésion avant l'IRM. Mais le fait que cette lésion soit symptomatique
et soit pourvoyeuse d'une symptomatologie épileptique, hein, puisque la patiente, elle avait probablement des clonies de son membre supérieur droit. C'est ce qui fait que la lésion a pu être visible en TEP, puisque c'est le caractère fonctionnel, l'hyperfonctionnalité neuronale sous-jacente à la lésion, hein, l'irritation cérébrale en lien avec la lésion métastatique qui a fait que, je pense, cette lésion a pu être visible avant l'IRM. Et je vous ai fait une dernière diapositive parce que sinon ce serait pas drôle pour cette pauvre patiente. C'est quelque chose que je ne connaissais absolument pas. Donc en fait, cette patiente, elle a eu sa radiothérapie cérébrale in toto et à peu près 3 semaines à la fin de sa radiothérapie, elle a eu l'apparition de lésions cutanées rapidement progressives, d'abord au niveau du tronc, qui se sont ensuite étendues à la face et aux muqueuses buccales et conjonctivales, avec après, par la suite, vraiment des pertes cutanées. Elle a vraiment pelé de partout. Et donc, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. C'est une toxidermie de type EMPACT syndrome. Donc, EMPACT, c'est pour érythéma multiforme associated with phenytoin and cranial radiation therapy. Donc, c'est une toxidermie chez des patients qui sont donc sous traitement par dérivé de phénytoïne, donc classiquement le Keppra, et qui ont une radiothérapie cérébrale et qui font en fait ce type d'effet secondaire. Ça a été décrit il y a peu. Mais donc, du coup, cette patiente, elle a fait ça. Donc, ça a été rapidement résolutif à l'arrêt du Keppra. Donc, après, ils sont contre-indiqués à vie à tout traitement à base de phénytoïne. Elle a eu un peu de traitement corticoïde IV, puis après des traitements topiques. Ils lui ont changé son traitement antiépileptique et depuis, ça va mieux. Mais je ne connaissais pas du tout ce type de toxicité. Donc voilà, c'était pour faire un petit aparté. Je vous ai mis quelques photos, donc c'est pas la patiente parce que j'ai pas trouvé de photos d'elle. Mais voilà, il y a heureusement l'université en Espagne qui met à disposition de très très belles photos. Mais classiquement, oui, c'est ça. Et donc ça apparaît peu de temps après la fin de la radiothérapie chez des patients qui sont préalablement traités par Keppra. Donc si vous faites un peu de biblio, vous verrez, c'est décrit. Voilà pour le deuxième cas clinique. Merci beaucoup, Marie. Oui, autrement, elle aurait changé de sexe entre-temps. Ouais, je me posais la question de la barbe, si ça faisait partie du syndrome. Voilà, mais vraiment, cette patiente, elle a vraiment pas de chance. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que entre toutes les TEP qu'elle a faites et le début de la radiothérapie, en fait, elle a eu des clonies de tous les mi-corps. Tous les mi-corps droits, de la face également. Donc, elle s'était vraiment dégradée très, très, très rapidement en quelques semaines, hein, puisque le premier TEP, la première IRM date du 4 septembre et qu'on a commencé la radiothérapie début octobre. Donc, en fait, en 4 semaines, la symptomatologie épileptique a vraiment progressé très, très rapidement. Petite question, Marie, sur ce dossier, s'il n'y avait pas eu les crises épileptiques et les problématiques épileptiques, est-ce que tu penses que sur cette TEP qui était quand même très, très positive et avec l'IRM négative, ils l'auraient surveillé d'aussi près ou ils l'auraient pris en charge différemment en négligeant les informations de la TEP? Je pense que dans tous les cas, ils auraient refait l'IRM cérébrale. Après, je pense qu'elle aurait probablement eu d'autres types d'exploration. C'est vrai que là, je pense que la démarche diagnostique était bien, hein, c'est-à-dire qu'elle est connue pour un cancer du poumon. L'IRM est l'examen qui a été fait en premier, et c'était ce qu'il fallait faire. Rapidement après, je crois qu'ils ont fait une ponction lombaire, mais qui est revenue négative. Le EEG a également été fait et été négatif. Donc ensuite, ils sont partis sur la TEP parce que au vu du contexte, le fait que je pense que nous, on ait trouvé un petit quelque chose à mon sens, a modifié le suivi de la patiente, parce que si tout avait été négatif, ils auraient probablement refait l'IRM, mais je pense pas si tôt. Là, le fait que nous, on ait vraiment un foyer de focalisation, qu'on leur ait dit, le problème est probablement là,
ils l'ont refait parce que la question qui se posait, c'était de faire de la radiothérapie, éventuellement peut-être essayer de faire quelque chose de focal, ce qui au final n'a pas été fait. Mais c'est vrai que tant qu'ils n'avaient pas de lésions à l'IRM, ils ne pouvaient pas booster, enfin, en tout cas pour le reste de la prise en charge, c'était compliqué. Célia? Je voulais rebondir justement sur le fait que c'est quand même un coup de chance d'avoir le foyer comme ça qui s'individualise du reste de la fixation physiologique du cortex cérébral connu. Ça m'est arrivé aussi, mais c'est vrai que là pour le coup, ça aurait pu ne pas être le cas et ce foyer aurait pu être noyé avec le reste de la fixation. C'est vrai que l'IRM, elle aurait fait dans tous les cas après, ça aurait mis en évidence la lésion. Mais juste pour dire aux médecins nucléaires de ne jamais oublier quand même de regarder le cerveau parce que des fois, on néglige un peu le sommet et on peut toujours avoir un foyer comme ça qui s'individualise du reste de la fixation et c'est suspect de localisation secondaire, justement dans le cas de néoplasie. Voilà, c'est tout. Sur le TEP, Marie, d'ailleurs, tu l'avais débraillé à fond pour individuer ce foyer ou c'était spontané? Non, là, je crois on est sur du 0,12 ou 0,13. J'ai débraillé un poil, nous, on le met en 0,10. Mais je pense que on n'a pas, je pense en 0,10, on le devinait un peu là, juste pour faire les images, pour que ce soit joli. J'ai un poil débraillé, mais en fait pas tant que ça, quoi. Après, la chance, c'est que voilà, c'est que elle fasse des crises d'épilepsie au moment de l'examen, qu'elle ne généralise jamais, parce qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire que les patients qui crisent mais qui après généralisent. Font des états de mal, le TEP n'aurait pas été aussi interprétable. Et 0,15, merci Florian. Donc on est à 0,15 pour l'échelle de fixation, mais c'est vrai que voilà, c'est vraiment la symptomatologie et le fait de faire des crises d'épilepsie partielles au moment de l'examen qui fait que la lésion est visible alors qu'il n'y a pas encore de substrat morphologique. C'est un père critique heureux, quoi. C'est un père critique heureux, oui. Ouais, mais il m'est arrivé quand même d'avoir ça sans signe d'appel neurologique. Oui. Donc, juste ne pas oublier de regarder le cerveau, c'est tout. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques? Et oui, j'avais vu passer une question, hein, la symptomatologie de la patiente s'explique avec la lésion. Hein. On est sur le cortex précentral, donc c'est là où il y a tout le cortex moteur. Hein. Donc vraiment, la lésion explique la symptomatologie de la patiente. C'est croisé, hein, donc c'est une lésion à gauche, alors que la symptomatologie est à droite, parce que ça croise au niveau du tronc cérébral. Donc c'est vraiment une lésion qui explique la symptomatologie de la patiente. Parfait. Merci beaucoup, Marie. Merci à... Ah, il y a encore une petite question. Savoir si le traitement a été fait après la visualisation de la lésion sur l'IRM. Alors, le traitement, il a été fait après la visualisation de la lésion de l'IRM. Hein. On avait quand même le diagnostic différentiel de l'artefact qui a été donné en RCP. Oui, mais c'est peut-être un artefact de la TEP. Bon, nous, on avait, en tout cas, nous, quand ça a été interprété, on a dit que c'était fortement suspect de lésion métastatique cérébrale dans sa forme infraradiologique et que c'était probablement parce que la patiente était symptomatique et faisait des crises d'épilepsie qu'on la voyait. Mais c'est vrai qu'ils ne sont pas allés à la radiothérapie cérébrale in toto sur le simple fait de la TEP. Il a fallu faire l'IRM de contrôle 2 semaines après, où la patiente s'était d'ailleurs grandement dégradée sur le plan clinique pour qu'il y ait une irradiation, mais ça n'a pas été fait avant qu'il ne voit la lésion sur l'IRM cérébral. D'ailleurs, par rapport à ça, pour le centrage, s'ils n'avaient pas vu la lésion, ils n'auraient pas pu. Ils n'auraient pas pu parce que Oui. c'est juste des signes indirects. Oui. Après, vu que c'est de toute façon une petite cellule, ils sont partis sur de l'in-toto parce qu'ils se sont dit que on s'était posé la question aussi d'une atteinte purement méningée, vu que les anomalies à l'IRM restaient quand même très discrètes. On s'est demandé, voilà, s'il y avait pas, si c'était pas une atteinte méningée
avec juste une souffrance cérébrale au contact, une signe d'irritation du parenchyme cérébral au contact. Donc, du fait de l'atteinte méningée, ils sont partis sur de toute façon un encéphaline toto. Parfait. Ben, merci beaucoup à vous trois pour ces cas cliniques qui ont réussi à tenir pendant près d'une heure et demie 50 personnes et plus de 50 personnes. Donc, c'est quand même pas souvent arrivé d'avoir autant de monde. Et donc, c'est vrai que c'est une belle réussite pour ces cas cliniques qui nous ont été hyper intéressants. Il y a une dernière question, j'ai l'impression. Je n'ai pas compris. Réponse contrôle, c'est de réponse thérapeutique. Si, la patiente s'est améliorée. Hein, donc, elle a gardé un traitement antiépileptique, mais après la radiothérapie, ça s'était grandement amélioré. Ça s'était encore un petit peu dégradé quand ils ont dû lui arrêter le Keppra quand elle a fait son impact syndrome et le temps de rééquilibrer son traitement antiépileptique. Mais elle est plus sous multithérapie antiépileptique et maintenant, elle n'a plus du tout… Ah non, TEP de contrôle, je n'ai pas eu. On n'a pas fait de… Je suis pas sûre qu'on ait refait un cerveau pour cette dame. On l'a revu, mais je ne suis pas sûre qu'on avait pris l'encéphale jusqu'au bout, vu qu'elle n'était plus symptomatique. Parfait. Bon, on va pouvoir clôturer la session. Merci encore à tous de vous être connectés. Et puis, eh bien, on va essayer de reprendre un bon rythme de webinaire sur l'année prochaine pour proposer des contenus le plus intéressants possible. Et passez tous de bonnes fêtes. À bientôt. Bonne année à tous. Belle fête de fin d'année, à bientôt, au revoir.